démo sur le démo de Audience Finder, un outil donc développé au Royaume-Uni, puis bientôt disponible au Canada. Et par la suite, on va savoir comment c'est arrivé au Canada et comment ça arrive maintenant chez Synapse C. Alors, on est très content donc de pouvoir vous présenter tout ceci ce matin. Alors, j'aimerais vous présenter ceux et celles qui vont travailler avec nous ce matin. Alors, Léo Sharrock, qui est en décalage horaire parce qu'il est au Royaume-Uni ce matin. Alors, et c'est le Product Director de The Audience Agency. Éric Lefebvre, que vous connaissez bien, qui est le directeur du partenariat du quartier des spectacles, le directeur général. Et Renaud Legout, qui est le directeur scientifique et le conseiller à la direction générale de Synapse C, mais aussi et d'abord prof au HEC, à l'École des hautes études commerciales, une branche universitaire. Alors, donc, bienvenue, messieurs. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous accueillir. Alors, sans plus tarder, parce que nous serons assez durs sur le temps, hein, parce qu'il y a un panel d'ouverture à 10 heures auquel nous aimerions que vous assistiez. C'est la ministre de la Culture de l'Ontario qui donnera son point de vue sur les développements de sa politique culturelle. Alors, nous souhaitons que vous puissiez y participer. Donc, Léo, je vous cède la parole pour cette importante démo. Thank you, Diane. I'm just going to start sharing my screen so that I can do the demonstration. So hopefully you should be able to see my desktop screen where you can see the Audience Finder 2 beta dashboard. So good morning. I'm Leo Sharrock. I'm Product Director at the Audience Agency. I have been working with the team who develop and maintain the Audience Finder platform for the last 8 years since we've been running the program. Audience Finder is a service program in the UK where cultural organisations get to benefit from the aggregated data that they contribute to. So it's a give and gain model. Cultural organisations give their data and we provide an analytics platform which puts their data in context and gives them vital contextual meaning to their audience analytics. There are two principal ways of contributing data to Audience Finder. We have developed ticketing feeds which extract data from ticketing systems on a regular basis, or organisations can submit survey data to a standardised survey, which we've spent years kind of developing a standardised question set of themes so that cultural organisations can be sure that if you're asking questions about demographics or any other kinds of questions of your audience, that you're asking the same questions and gaining the same response codes as other cultural organisations across the country. We're able to then present your findings in context of other organisations like yourself, or in your art form, or in your region, and so on. So it's very much about give your data, contribute to the aggregated data set, and gain the value of that data set to be able to contextualise your audience data and help you learn about audiences like your own and audiences who are different from the audiences that you've typically attracted. We've been offering the Audience Finder service for the past 8 years, and we've been learning a lot from our users during that time. And that has inspired us to work on the next generation of the tool, which we are delighted to be working with Synapse C on a version which will be available soon to users in Canada to meet their needs in the specific Canadian context too. And what I'm going to do now is just give you a quick demonstration of our new tool so that you can get a sense of how it works and why it's different to what we've done before, why we're building this new version. So as I say, Audience Finder has been running for about 8 years. We have around about 1,000 organisations across the UK who've been using it. We have, we think, the biggest cultural data set of its kind anywhere in the world. And during the course of running the programme,
we have run an independent evaluation, which has kind of informed us throughout the process that, you know, functionally that our dashboards do what they're supposed to. They have all the kind of filtering and benchmarking functions that everybody needs, and so on. What we found out is that a lot of users in the cultural sector really struggle to understand what information they need, and need help to understand, once you've got the information that you need, what you can actually do with it, how to interpret it, and what practical action you can take on it. And we did quite a long process of user consultation before we embarked on setting out to build the next generation version of Audience Finder, which has informed the approach that we're taking. And we're building the new tool taking an agile product development approach, meaning that we develop and release functionality very often. We make software releases every 2 weeks. We user test every development that we make as soon as we've released it, so that we can understand whether it's meeting our users' needs, delivering value, and ultimately helping cultural organizations to have information in their hands on which they can make and base good decisions based on good data, and that we've helped them to understand what information they need to do that. So the dashboard that you were looking at, one of the hygiene factors which informs what we have at the top of it, one of the things that all of our organizations have to do in the UK is provide an annual report to funders of various different kinds. And this is just something that people have to do. So we've put it at the top of the homepage, and it's a simple one-click button which provides the standardized report which all funded organizations in England need to provide to their funders. And this has been quite a big headache over the years for organizations, worrying about how have they got the data, where's the report, how do you run it, so on. And we've made it as simple and as straightforward to do this thing, which, as I say, is just a hygiene factor. And you can press this button to have the report emailed to you, and then you can share it with whoever you need to. And that's job done. So that's your annual report to your funder, done, taken care of, and out of the way. Once that's done, we can get into where the meat of the real focus of attention in our dashboard is, and it's this question-based approach. So what we discovered from our users is that many people in roles in marketing or development, audience development, different roles in different cultural organizations really struggle to understand what information they need to do to inform good decisions within their roles, and where that information would come from and how they would act on it. So what we did was a process of asking our users, what are the most important questions that you think you need to, what are the jobs that you need to do that need information, and therefore what do you need to answer that. So we've started to just build a really clear and simple question-based approach to providing the answers that people working in cultural organizations need. And the first questions that we've built into our dashboard are the most important ones that came up more and more often. So we'd have something like, what's my catchment area based on my ticketing data? So you get a very simple question and answered in a very simple way. So for this example data, and by the way, all of the data that I'm showing you now is kind of dummy example data, so the results will look a bit funny, but the nature of it is that we narrate the answer to that question to say, for this organization, they've got a catchment area of 217 kilometers, and 50% of the tickets that they sold in the last year came to users from within that area. As I said, ticketing data is not the only means to get data into the dashboard, and for many organizations who don't sell tickets or provide tickets, using the survey data collection methodology has been absolutely key for them, and provides them with an opportunity to understand the same or similar metrics, and to also gather more qualitative data about their audiences and their experiences. But you can have the same question based on your survey respondents data. So of all the people who completed a survey, 50% of the visitors came from within a 58-kilometer radius. So we're just answering the question very, very clearly and simply. And catchment area, what's my reach? Geographical reach was one of the top questions we had. A second question that everybody really, really wanted to know was, what's the profile of my audience? What kinds of people attend our cultural events? So in the UK, we've built a segmentation
system called Audience Spectrum, which breaks the population of the UK down into 10 different groups. And those groups are dictated by how people engage with arts and cultural activity first and foremost. And in Quebec, Synapse C are working on the development of their own segmentation system, which will fit into this tool in exactly the same way. So we can ask that question if we're collecting survey data or if we're collecting ticketing data. Either of those things will come up in the dashboard. What is the profile of my audiences? And again, what you get at the top is the answer to that question. So for this, in this example, the audience is made up of a higher proportion of the segment commuter land culture buffs and a much lower proportion of Facebook families. So we give a really, really simple answer to the question. And then what's crucial in all of the analytical questions that we answer that have data tables or charts or graphs behind them, before we actually present any of that information, we tell users why this information is going to be useful to them. And this has been a real key feature of our user testing. We've tried presenting the data in various different ways. We'd start off with the graph first or the table first and so on. And quite often for people who aren't very data literate, that creates a barrier to engaging with the data as a starter. So just telling people why the information might be useful and what they can do with it to grow audiences of similar kinds or different kinds to what they are used to really starts to interest people in the information, and they will then go on and want to engage and dive into the charts and graphs that present the results. So as we said, commuter land culture buffs was a key group. You can see them very overrepresented in the audience profile here, and we compare that group to the number of people that live in the catchment area. So this is that area that we saw in the previous insight. This is the proportion of households that live within that area. So we can see for this particular group, we really overserve them in comparison to their prevalence in the catchment area. But as we move down the graph, some of these harder to reach groups are much less well represented within the data of this theoretical organisation. So you get a real good sense of what the flavour of the audience is like, where an individual organisation's strengths and weaknesses lie, and how that compares to the population as a whole. So you can understand which groups might be the ones that you would target if you were interested in generating more revenue, but equally, if you are looking to promote social diversity and inclusion, you can very quickly understand the groups that are well represented in your marketplace or your catchment area, who are not coming out and appearing in the audience, and you can start to focus on how you might engage with them. We present the data as a table and as a graph. Each of our different segment types can link through to some pen portrait information which describes what those groups are like, what kinds of arts and cultural activity that they like to engage in, and what their media preferences are, so that you know what media channels you would use to engage them, and what their kind of general attitudes and preferences around cultural activity. A whole swathe of information about what they like to do, how they like to engage, what their digital engagement habits are. So you can really start to flesh out and understand those different audience types, and what the opportunities within your program to hook into those audiences might be. So really, really key for us is this idea that we answer the question very simply. We tell our users why that information is going to be useful and how they can use it, and then we present the information in detail, and users can consume the tables and charts, and you can download all of those things and play about with the raw data yourself, or present the charts in reports for colleagues in the organisation or external stakeholders. The idea is that as we add more and more questions to our insight library, the insight library will start to become very smart, and it will present questions at different times of the year as they're either more popular amongst different types of user, or as they're more relevant to a particular role. So if you're a marketeer and you're thinking about your Christmas program, and it's kind of late spring, early summer, and you're thinking about planning that, what are the questions that most people around those activities are interested in looking at any particular time?
Some of these insights demonstrate how we are able to present information in different levels of geographical granularity. So we have ward level and local authority level. These are different political boundaries in the UK that chunk up into each other. So, for example, local authorities quite often fund arts and culture. So it could be a city or a county council that are funding an organisation, and the organisation needs to understand in relation to a particular funder how many of their audience come from a particular area. And this insight answers that, telling the user exactly how much of their audience come from each of the different local authority areas. Within each local authority, we have wards in the UK, so you can break that information down much further. And if it's about responding or reporting to a particular stakeholder about audiences within a particular area, or because you want to know about it for marketing and audience development activity, you can select a particular area, see where the audiences come from within that area. So this insight shows the distribution of the bookers in the wards within the area. So we can see that Portswood is particularly overrepresented in this organisation's audience, but people from Beavis are very underrepresented. How can we make use of this insight? This is absolutely key. It will appear in all of our insights, and we won't surface any data to any users without telling them how it can be useful and how they can practically take that information and act on it to develop audiences. And then, as always, we present the information as a chart and in tables as well, that you can order and sort the data. So if I want to know, for example, which ward within the local authority is attracting the greatest numbers of audiences, I can just rank the wards based on number of bookers that have come from that area. But if I want to know which is generating the most revenue, or which has got the most households from each of the different types, you can again reorder the table and consume the data however you wish. But the idea is really very simply, very, very cleanly giving answers to very simple questions as straightforwardly as we can, with that guiding hand to narrate the answer for users and help them understand how they can make the best use of it. One more thing which we have been developing, there's lots of functionality, but I'm not going to go through it all in this quick demonstration. But one thing which has been really, really useful to our users has been a digital survey which we've developed during, since really the pandemic struck. And users can set up a digital survey for themselves in the tool. I'm just going to change the organization that I'm demonstrating in order to show you this. Just bear with me 1 second. Just changing over now. So for an organization that doesn't have a digital survey, they can use the tool to go and set one up, and you'll be able to do this with your standardized survey in the tool in Canada. Just select how you want to use the survey. You'll get some information about what's included, and there's a 3-step process. You can read what this particular survey does. So this one is about researching audiences for your online content. You can go through a preview of the survey to see what the questions are which are included in it. Is this going to be suitable for you? Does this kind of meet the needs of what you want to do? And then if you go ahead and activate that survey, it will be set up immediately, and you'll be given a link which you can post alongside content which you're presenting digitally, and you will be able to gather feedback on the demographics, the type of people that have been attending, what they thought of those digital experiences, and we've been asking over the last few months, crucially, how audiences are feeling about the prospect of returning to physical performances. So the audience agency has kind of amassed quite a big and compelling body of information about how different groups of people are feeling since the pandemic started. So if you have had your report set up, you can just click on this button and it will give you all of the results, age group breakdowns, whether people
visited the organization before, whether they're visiting more or less during COVID and so on. The results are all there. And as I said, it's really, really easy to distribute that particular survey. Once you've set it up, you have this link here, which you can just copy, as I say, and embed it alongside the digital content that you're presenting, or indeed email it out to users that you know have attended events and activities in the digital space. So that's a kind of whistle-stop tour of the dashboard, the kind of landing page. And we are adding to this all the time. As I say, we're developing on a 2-weekly schedule, releasing functionality, reviewing that functionality, testing it with users, making sure that it meets the needs, and iterating and changing it where it needs to be changed to meet those needs better and more effectively. And as I say, we're really, really excited to be working with Synapse C, who've been involved in our process of development over the last 12 months or so, in bringing the product this far. And we will be looking forward to user testing the Canadian version with users in Quebec very, very soon. So I think that is a whistle stop. Bientôt, en effet, Léo, en effet. Est-ce que vous pensez avoir fait le tour de cet instrument-là à vol d'oiseau, évidemment? Pas dans les détails, mais quand même, ça donne une bonne idée. Je vous poserai une question avant de céder la parole à Éric Lefebvre, le directeur général du partenariat du quartier des spectacles, qui est à l'origine de notre connaissance de cette plateforme, de cet outil-là au Québec. Léo, est-ce que les organismes culturels utilisent cette affaire? Yes, this is available to all of our organizations who have access to our kind of original audience finder system. So we've made this available, and our users are using it, and we are testing it with them all the time. It's open and available. Yes. D'accord. Alors maintenant, Éric, je t'inviterai à parler de ton inspiration, comment c'est arrivé et comment tout ça a abouti, et par la suite, chez Synapse C, c'est Renaud qui parlera de l'actualité de cet outil-là, mais auparavant, un peu d'histoire. Alors, Éric? Ben oui, c'est ça un petit peu de contexte, là, pourquoi on sentait le besoin d'avoir un outil aussi performant, complexe quand même et complet autour de ça. Je pense que assez rapidement, après l'événement de mutualisation des données dans le quartier des spectacles, on avait regroupé là, une 80 organisations, mais 20 principaux diffuseurs, et peut-être 8 millions de données. On avait réussi à créer un événement, une espèce de gros hackathon. On avait réussi à rassembler autour de 120 analystes autour de ce projet-là. Assez excitant, je pense que ça avait mis un petit peu comme une motivation à tout le monde de pouvoir compter sur cette armée-là de travailleurs. On était assez satisfait de l'événement, des résultats. Il était sorti au-dessus de 200 recommandations sur les différences entre les heures, les disciplines, la compétition, le parcours que les gens faisaient pour rentrer à la culture, la distance. Donc, il y avait énormément de données. Des gens de Statistique Canada avaient participé. Le problème, c'est qu'assez rapidement après l'événement, on se disait, c'est quoi la suite? Et c'est quoi la suite? Pour poursuivre cette question-là d'analyse, mais aussi, c'est quoi la suite? On ne pourra pas compter sur cette armée de bénévoles-là à chaque fois. Donc, il fallait automatiser d'une certaine façon l'ensemble de nos pratiques. Puis même si aujourd'hui, on sait à Synapse, on peut compter sur une équipe d'analystes, quand on pensait uniquement au quartier des spectacles, déjà, on n'était pas capable de répondre à la demande. Donc, on aime bien le type événement hackathon, mais ça s'est limite dans le temps et ça s'est limite en termes de nombre d'organismes qu'on pouvait soutenir. Donc, assez rapidement, on a regardé ce qui se faisait à l'international. On est fait partie d'un membre d'un réseau des quartiers culturels. On s'est intéressé à des gens qui font ça depuis longtemps du côté de Pittsburgh, qui s'appelle le Pittsburgh Cultural Trust. Donc, ils ont mis ensemble là, toute une série de services très impressionnants où est-ce que la communauté culturelle de Pittsburgh est rendue.
Même chose du côté de Philadelphie. Et ils utilisaient des outils qui venaient de chez Audience Finder. Donc, on a un petit peu été jusqu'à la source, on a regardé les meilleures pratiques qui se faisaient à l'international et on a invité, il y a 4 ans, les gens de chez Audience Finder à venir à Montréal et à faire une présentation d'un petit peu de l'ensemble de la démarche. Auprès des organisations publiques, mais aussi auprès des organisations culturelles. Donc, on a fait un comité, une démarche avec le CALC, la SODEC, la Ville de Montréal, le ministère de la Culture, Patrimoine Canada, pour voir est-ce que ce type d'outil-là était quelque chose qui valait la peine d'implanter. Notre premier réflexe, je vous l'avoue, a été de penser quelque chose d'abord québécois. Mais quand on regardait quand même les investissements que ça demandait pour être capable d'entretenir et de continuer à mettre à jour la technologie, ces outils-là, et aussi le fait que les données qui sont très intéressantes, puis Léo l'a bien mentionné, c'est vraiment de jumeler ça avec les recensements, avec les données sociodémographiques. Donc, le besoin de travailler avec Statistique Canada, de travailler avec un peu les façons de travailler canadiennes, devenait assez importante sur cet aspect-là. Donc, on a plutôt regardé une démarche dans laquelle on avait commencé au Québec, mais que l'outil allait se développer, s'adapter selon les besoins canadiens. C'est un petit peu dans cette démarche-là qu'on est arrivé à tisser des liens. Et Léo vous l'a dit, ça tombait un très bon timing pour nous, où eux, avec leur expérience de 8 ans d'opération, ils re-questionnaient un petit peu la façon d'apporter l'outil. Ce que vous avez vu, c'est vraiment une approche pour nous qui est très innovatrice, très différente, et qui n'est pas uniquement basée sur le besoin d'avoir dans les organisations culturelles des spécialistes de la donnée, parce que ça, je veux dire, la version 1 de Audience Finder le faisait très bien, mais il fallait déjà être un petit peu plus connaissant et on était dans une approche très, je dirais, statistique. Et là, je pense que l'approche qu'ils prennent, c'est une approche beaucoup plus intuitive. Et c'est un petit peu dans cette réflexion-là qu'on s'est inséré avec eux et qu'on a commencé à développer dès le début. L'image qu'ils me donnaient souvent, c'est on va prendre notre voiture qui fonctionne bien, on la défait en morceaux et on propose de la reconstruire avec vous. Donc, c'est ce que Synapse C font avec eux maintenant depuis déjà un petit peu plus qu'1 an. Et ça nous permet de, mettons, par exemple, vous l'avez vu, leur approche par comté, leur approche par segmentation, de nous avoir cette propre démarche-là et de s'assurer que l'outil réponde à nos besoins spécifiques ici, autant pour les rapports que pour les segmentations. Voilà un petit peu, je pense, qui est un peu la démarche pour qu'on ait décidé de s'associer et de travailler dans ce sens-là. Éric, peut-être nommer une différence, avant que je puisse céder la parole à Renaud, une différence importante quant à la donnée en elle-même, la collecte de données qui, chez nous, ne se fera pas tout à fait de la même façon qu'au Royaume-Uni, parce qu'il y a une obligation légale, n'est-ce pas, au Royaume-Uni? Oui, ben, on est dans une approche, je te dirais, qui ressemble un peu au départ de Audience Agency. C'est-à-dire, au départ, les premières années, c'était pas quelque chose de ce que j'ai bien compris, Léo me corrigera, là, mais au départ, c'était quelque chose de plutôt volontaire. On allait chercher ce qu'on appelle nos adapteurs précoces, donc des gens. Et par la suite, quand il y a eu un certain niveau d'adaptation, le Conseil des arts anglais a poursuivi cette question-là et a rendu obligatoire la participation. Nous, on est dans une approche, puis c'est ce qu'on a comme nos partenaires publics, c'est dans une approche plutôt volontaire. On a des défis spécifiques, c'est-à-dire que le Québec n'utilise pas exactement les mêmes services de billetterie qu'au Canada. Donc, on a un plus grand nombre de services de billetterie. Ça va complexifier quand même un petit peu l'adoption de la plateforme, puisque, je veux dire, au Royaume-Uni, ils ont un petit peu moins de systèmes de billetterie. Mais je pense on va les prendre une par une et on va avoir une approche un petit peu par billetterie. Donc, sur la compatibilité et l'automatisation des systèmes de billetterie. D'ailleurs, Renaud va évoquer là, notre travail avec nos amis canadiens dans un segment en particulier. Mais merci, Éric. C'était une belle inspiration. C'en est encore une. Elle est encore d'actualité. Des fois, on a une inspiration, une idée qui ne dure pas. Celle-là, elle dure. Elle est importante et puis on est très fiers à Synapse C d'y travailler. Alors, Renaud?
à toi pour Synapse Oui. C dans l'actualité de la chose maintenant pour nous. Bon, un petit retour sur l'outil qui est en train de développer en partenariat avec Audience Agency. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, voyez-vous mon écran à l'instant? Voilà. Alors, c'est ça. L'outil Data Écoculture qu'on va proposer, basé évidemment sur la technologie de Audience Agency, on reprend des données transactionnelles et il y a la génération de tableaux de bord personnalisés par organisme culturel. Ça permet de voir les audiences d'un organisme. Comme Léo l'a souligné, il y a une dimension géographique, évidemment, et il y a aussi une dimension sur les différents segments, des segments qui ont été identifiés sur l'ensemble du territoire. Donc, ces segments-là sont identifiés à partir de données de sondage. Et c'est les grands segments. Je pense que pour Audience Agency, on a 11 ou 12 grands segments sur l'Angleterre. Et ensuite, par organisation, on peut savoir quel segment est-ce qu'on vise plus par discipline, par type de spectacle, ainsi de suite. Ensuite, ça, ce que ça nous permet de faire, c'est bien sûr d'avoir des tableaux de bord, mais aussi des portraits collectifs. Ça nous permet d'avoir des comparatifs ou de l'étalonnage ou, comme on dit en bon français, du benchmarking, savoir comment on se compare par rapport à d'autres organisations. Pour ça, évidemment, on est en train de parler d'enjeux aussi de gouvernance de données, savoir comment on partage ça. Donc, la plateforme Data Écoculture, il y a une dimension technique, puis Léo l'a très bien présenté. On comprend le fonctionnement, mais c'est aussi une implantation qui doit tenir compte des réalités du Québec et où on doit s'entendre sur comment on partage cette donnée-là. Quand on parle de data écoculture, c'est un partage d'informations, c'est pas un partage de données spécifiques et c'est surtout pas de la donnée ouverte. C'est-à-dire qu'un Kidam ne peut pas savoir qui a acheté quel billet à partir de cette plateforme-là, ça c'est clair. Mais ça permet des portraits collectifs pour les membres qui en font partie. Ça permet aussi, comme le propose le système de Audience Agency, d'avoir des rapports standardisés, ce qui nous permet de mieux faire la planification, faire de la reddition de comptes aussi auprès de différentes organisations. Tout ça est enrichi par de la donnée de sondage. Tout ça est enrichi aussi, Éric l'a souligné, par de la donnée de Statistique Canada, qui nous permet, par zone géographique, de bien comprendre un portrait global de notre population. Donc, j'ai déjà abordé la question de la segmentation commune. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes de valeur pour les parties prenantes? Bien, ça permet d'avoir une meilleure connaissance des audiences, un outil d'aide à la décision pour les organismes culturels. Ça, c'est aidé par un enrichissement des données, parce qu'on a de la donnée transactionnelle, c'est riche, mais on veut pouvoir lui donner un peu plus de substance, avoir de meilleurs insights, je n'ai pas le terme en français d'insight en ce moment, et on me dit toujours que quand il y a un interprète, il ne faut surtout pas utiliser des mots anglais à l'intérieur du texte parce que là, on se retrouve dans une espèce de dédale de double traduction. Donc, je m'arrête ici. Ça permet de faire des portraits pertinents. Ça permet de faciliter les rééditions, j'en ai déjà parlé. Il y a un élément fondamental pour le milieu culturel, c'est que ce système-là, particulièrement au Québec, au Canada, va nous permettre de bâtir des mémoires organisationnelles. Ça va nous permettre de bâtir une robustesse du milieu. Et c'est quelque chose qu'on a observé chez Audience Agency, puis c'est un élément qu'on va mettre de l'avant définitivement dans notre approche. Donc, ça nous permet de bien comprendre l'évolution de nos publics. Ça nous permet aussi de ne pas perdre d'informations dans les organisations où souvent on se retrouve avec des silos d'informations, puis quand une personne quitte l'organisation, il y a toute une connaissance qui se perd. Donc, quand on parle de mutualisation, parce que ça, c'est un véhicule de mutualisation, c'est une mutualisation, oui, technique, c'est ce qu'on vous a présenté,
mais c'est aussi une concentration des expertises qui nous permet une rediffusion des connaissances et une meilleure résilience pour tout le milieu. Puis ce qu'on a observé, c'est ce qui nous intéressait fondamentalement avec l'expérience d'Audience Agency, c'est qu'il y a l'artefact technique qu'on vous présente en ce moment, mais ça nous permet aussi de vraiment implanter une culture de la donnée, puis supporter la résilience du milieu en termes techniques. Donc, ce qu'on a, c'est une capacité de mieux comprendre nos publics actuels, mieux comprendre les amateurs de culture qui ne sont pas encore dans notre public, mais qu'on pourrait aller chercher. Puis ça nous permet aussi de mieux comprendre notre territoire. Ça nous permet de mieux comprendre quel est tout le potentiel du territoire sur lequel on est. Donc, où est-ce qu'on en est en termes d'évolution? Bien, le développement est en train de se faire en ce moment technique, c'est-à-dire qu'on fait partie du travail d'amélioration de la nouvelle plateforme chez Synapse C. On est en train de travailler depuis l'automne dernier sur des adaptations spécifiques pour le Québec parce que c'est un système qui est un peu différent. Eric va parler des particularités du Québec et du Canada d'ailleurs. On va commencer bientôt l'intégration des données pour le Canada aussi. Le premier projet sur lequel on va travailler, c'est en partenariat avec Nordicity. C'est un partenariat où on va intégrer des données à Toronto, essentiellement en Ontario. Je pense qu'il y a 14 organisations qui vont faire partie de ce premier projet-là. Donc, ça va nous permettre de vraiment avoir un prototype, comprendre comment ça fonctionne, voir quels sont les enjeux d'intégration de toutes ces données-là. Puis ensuite, on pourra agrandir la plateforme sur le Québec et le reste du Canada, évidemment. Il va y avoir un ensemble de développement qu'on va pouvoir faire à partir de ça, mais essentiellement aussi, il y a tout un enjeu de gouvernance de données, les modèles d'affaires. Comment est-ce qu'on partage cette information-là entre nous? Comment est-ce qu'on établit nos politiques de partage et nos politiques de gouvernance de données pour s'assurer qu'on est respectueux, évidemment, des spectateurs, mais aussi des organismes culturels avec lesquels on travaille. Et dans l'implantation de ce type de projet-là, il y a un enjeu technologique, mais il y a aussi un enjeu de bâtir des partenariats où on a une communauté d'intérêt. Donc ça, on travaille justement à implanter ces éléments-là, puis on a été beaucoup inspiré par l'approche de Audience Agency qui nous rappelle souvent que oui, il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux relationnels de gouvernance à respecter. Alors, le développement, évidemment, on a plusieurs partenaires, autant au niveau des billetteries, des organismes, des groupes en tant que tels. Il y en a qui sont confirmés, il y en a qui sont en discussion, puis des développements futurs où on va aller travailler avec des organisations qui sont en dehors des organismes qui gèrent la billetterie ou des billetteries eux-mêmes. Donc voilà, je vais laisser un peu de temps pour notre discussion. Bien, merci beaucoup, Renaud. Bien, une question que je vais poser à vous trois, je vais commencer par toi, Renaud. Un instrument intéressant, manifestement, les organismes culturels du Royaume-Uni l'utilisent. Par les travaux que nous faisons à Synapse C, nous savons qu'il pourra être utile. Est-ce que un instrument, quel aurait été l'impact d'un instrument ou d'un outil comme celui-là dans le cadre de la pandémie, dans les difficultés qu'on vient d'avoir pour le milieu culturel? Comment ils auraient utilisé cet outil-là? Je pense que je peux répondre pour un retour en salle plus facilement parce que la pandémie, ça a vraiment été une cassure où il y avait des enjeux, oui, de lien avec le public, mais un ensemble d'autres défis très importants. Puis en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour tous les travailleurs du milieu culturel qui ont traversé une crise très difficile en ce sens-là. Pour moi, ce genre d'outil-là est fondamental pour voir comment est-ce qu'on retourne en salle et comment on retourne aussi vers de nouvelles activités aussi.
Parce que le retour va se faire de manière graduelle. Il va se faire de manière graduelle pour des raisons légales, c'est-à-dire que on peut pas rouvrir tout d'un coup. En fait, c'est pas ce qui est en train de se passer au Québec, c'est pas ce qui va se passer dans le reste du Canada. Mais ensuite, il va y avoir un retour graduel de nos publics. Puis comprendre qui sont les publics qui reviennent en premier, à quoi ils ressemblent pour attirer des gens qui ont les mêmes caractéristiques, puis ensuite agrandir notre cercle. Donc, ça nous permet de faire un retour de manière plus ordonnée, de manière à confirmer les intuitions qu'on a. Puis ensuite aussi, en parallèle, c'est d'aller chercher les nouveaux publics qu'on a découverts à travers les plateformes électroniques. Savoir, est-ce qu'on les ramène vers les plateformes électroniques qu'on a développées ou est-ce qu'on n'essaie pas aussi de les ramener vers la salle avec les nouveaux produits culturels qu'on va développer pour le retour? Léo, dites-nous, est-ce que, justement, dans le cadre de cette importante crise qui n'est pas tout à fait terminée, hein, n'est pas tout à fait terminée, comment les organismes culturels, avez-vous senti qu'ils utilisaient cet outil-là ou qu'ils l'ont mis en veilleuse pendant cette période-là ou maintenant? Comment ils travaillent avec cet outil-là? Thank you, Dion. That was a question to me, I think, wasn't it? I think I'd echo what Renaud said. There's, the cultural sector in the UK during the pandemic has been, massively hit, just as it has been in Canada and everywhere else. So activity has been kind of mothballed, closed down over the last months. But organisations are now coming back to exactly that question of reopening and how do we re-engage with our audiences. In the UK, when people have been talking about vaccinations, there's been this phrase about herd immunity bandied around about building up this immunity to the vaccine amongst people. And I think that a point that Renaud was making about organisational retention of knowledge and a common audience language will help to bring something around which is about herd knowledge around audiences. There's going to be a shared understanding of audiences. When we talk about which audiences are returning, what are they returning to, what's the mix between digital and in-person stuff, what are people nervous about, what are people keen for, because we'll be talking about segments in the same language across different cultural organizations and different cultural offers and different sectors and genres. This learning can be shared out amongst everybody. So that question of what were people doing before, how have people's attitudes changed, who are the early adopters, you'll be able to start to understand what the early adopters look like in relation to your own audiences, because we'll be talking about audiences in the same language, the same groups of people defined in the same kinds of ways, even though they're different people. So cultural organizations will have a real impetus to share that knowledge because they're going to learn from each other and gain from it. And I think that's going to be, the real opportunity for cultural organizations as we reopen and re-engage with the public, is to share the knowledge and experience of doing that through this common language. And as I say, herd knowledge, I think, is quite a good way of thinking about it. Merci, Léo. Éric, qu'en penses-tu? Ben, moi, j'irais un petit peu dire sur l'importance qu'on a eu besoin de communiquer l'effet de la pandémie chez les partenaires culturels. Au début, là, on avait beaucoup à questionner, valider l'impact économique, comment justement des organismes culturels vivaient cette question-là pour demander des compensations, pour de faire la représentation sur ces idées-là. On a tout fait ça, tous et chacun manuellement, les organisations, les regroupements, les conseils de culture. Si cet outil-là aurait été disponible, je pense que ça leur aurait répondu à une très grosse partie des besoins en termes de documentation des impacts. Bon, heureusement, il n'est pas prévu d'avoir des pandémies à chaque 5 ans, mais par contre, si on pense, entre autres, à l'effet des boycotts qu'il peut avoir sur la participation des groupes scolaires, si on peut penser à des effets de toutes sortes, je pense que cet outil-là demeure très pertinent pour démontrer des impacts, des secteurs sectoriels aussi. Parce qu'on pense beaucoup à un type d'organisation, mais si on pense, mettons, à un secteur comme la danse, d'essayer de voir sa progression. Donc, je pense beaucoup au rapport public que collectivement, ce type d'outil-là puisse permettre. Fait que je pense que ça aurait été quelque chose de pertinent dans la pandémie. Il y a une question qui nous apparaît sur le chat. Madame Marcelet qui nous dit, je lis la question, d'accord?
Est-ce qu'il y a des approches avec d'autres plateformes de billetterie? Je pense à une en particulier que je nommerai pas, très présent au Québec chez plusieurs diffuseurs pluridisciplinaires en région. Quel serait l'impact si aucune entente n'était conclue sur les analyses de l'outil? Ben, c'est un peu la question importante, hein? Une question à laquelle on peut répondre, je crois. Renaud, qu'en pensez-vous? Ben, en ce moment, c'est clair qu'on est en discussion avec plusieurs systèmes de billetterie. À mon sens, c'est des partenaires essentiels. Les billetteries, leur enjeu, leur spécialité, c'est la dimension logistique et de programmation. Il y a certaines billetteries qui développent une expertise un peu en analytique, mais assez peu ont la capacité de développer un ensemble de services analytiques parce que c'est un autre corps de métier, puis c'est assez difficile d'obtenir soit des analystes, soit une perspective où on est capable d'entretenir et la dimension technique et la dimension d'analytique en tant que telle. Donc, je vois qu'on est très complémentaires. Je pense qu'on est assez avancé dans ce type de partenariat-là. J'ai l'impression que c'est un partenariat qui est nécessaire pour apporter une robustesse dans le système. On a vu des systèmes de billetterie acquis par des firmes une ferme canadienne où on a retiré le service, puis ça a créé tout un ensemble de problèmes pour beaucoup d'organismes culturels au Québec récemment. Et il y a d'ailleurs une très bonne couverture dans le Devoir sur le thème. À partir du moment où une billetterie se retire, où il y a des problèmes, c'est des organisations privées dont les intérêts peuvent changer. Il faut s'assurer qu'on a un système avec une certaine robustesse pour tout le milieu culturel. Donc, ces partenariats-là permettent ce type de robustesse-là parce qu'on ne veut pas dépendre d'un seul type d'organisation. Donc, je dirais que oui, c'est un enjeu, mais à mon sens, il y a des partenariats, c'est des partenariats naturels pour nous. Ce que je peux ajouter, c'est que dans le fond, c'est l'ensemble de billetteries ont été approchées. Avant de prendre la décision, on a fait des sondages auprès de billetterie, des rencontres. Donc, on ne s'est pas lancé dans ce projet-là en se disant qu'il n'y a aucune entente qui serait conclue. Il y a déjà des ententes de conclues. On ne peut pas les communiquer à ce moment-ci. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des billetteries qui sont présentes sur le marché anglais, qui sont aussi présents au Canada. Donc, c'est des gens aussi ça va être plus facile de se bâtir parce qu'ils connaissent déjà la relation. On sait qu'il y a une tendance à la concentration. Même si on en a plus au Québec, au Canada, on voit quand même un mouvement. Bon, est-ce qu'il est positif, négatif? Je ne me prononcerai peut-être pas là-dessus, mais qu'on peut s'attendre aussi, c'est justement, ça va peut-être être un petit peu plus facile dans les moments de travailler sur ces éléments-là. Mais ça va aussi être plus facile, je pense, pour de changer de billetterie. Hein, ce qui est complexe en ce moment, c'est qu'on veut renforcer la gouvernance des institutions culturelles dans leurs contrats. Toute la question de la propriété des données, c'était quelque chose qui, si on recule 10 ans en arrière, n'était pas nécessairement clair dans l'ensemble des contrats entre les diffuseurs et les billetteries. On veut aussi accompagner le secteur culturel à s'assurer que ce soit les organisations culturelles qui demeurent propriétaires et que si, justement, qu'on parle de résilience du secteur et de mémoire, je pense que c'est deux éléments qu'on souhaite que l'outil puisse favoriser au bénéfice des organisations culturelles. On ne t'entend pas, Diane. Excuse-moi. On peut dire qu'au fil des panels, conférences, ateliers et interventions depuis hier matin, manifestement, partant de la Convention de l'UNESCO, avec laquelle on a eu des représentants, des discussions avec le ministre Guilbeault, avec des gouvernants, donc le ministre Guilbeault, la ministre Roy. On parle des données comme étant le nouveau pétrole. Hein? Pourquoi? Parce que ça aura une incidence très importante dans les choix sociaux et les choix économiques qui seront faits par les décideurs. Alors, évidemment qu'un outil comme celui-là représente une capacité de mutualiser, oui, des données, mais mutualiser des connaissances aussi qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Alors, je dirais qu'il y a un slogan qui
circulait au Québec à une certaine époque, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, je pense que ce sera ça, la façon de mieux le faire. Ça va être à partir de petits exemples, notamment notre travail avec l'Ontario. Des fois, on n'est pas toujours prophète dans la région dans laquelle on travaille. Alors, ça sera très utile de pouvoir expliquer ce que nous allons faire avec la ville de Toronto. Léo, d'ailleurs, vous êtes impliqué, Audience Finder, avec le projet de Nordisty de la ville de Toronto et les 14-15 organismes là, qui sont reliés. Pouvez-vous nous dire juste un petit mot parce qu'on va se quitter dans 2 minutes environ. Yes, well, we're really looking forward to starting the project with Nordisty in Toronto. We've got some idea of the scope of the organisations involved and the ticketing systems. And I think really our approach is going to be exactly about aligning what we've learned, in the UK, the thinking that we've done around the project with the Synapse C team in Canada, and seeking to broaden the coalition and that herd knowledge and that herd understanding. And I think, as you were saying, Deanne, showing people why this is valuable, and once they can see it, you'll be able to see why it's a good thing, and it will become much more tangible for people to go, yeah, I want some of that. And that's our plan. We'll encourage people by showing them what a great thing it is and what an opportunity it is for stakeholders, cultural funders, for cultural organisations, for everybody across the piece to share this language and benefit from, a really robust decision-making data set to help everybody move forward together. Merci, Léo. Nous avons une question dans le chat. Je ne vous céderai pas la parole, messieurs, mais je vais me charger d'y répondre très brièvement. On dit, est-ce que des volets philanthropiques seront analysés dans un outil comme Data Écoculture? Puis est-ce que l'approche n'est faite qu'auprès des billetteries des diffuseurs, si on peut considérer des billetteries d'autres secteurs? Bien, c'est pour ça que dans l'évolution, la façon de répondre à cette question, c'est l'évolution entre Audience Finder et nous parlons dorénavant de données transactionnelles parce que nous pensons que les principes de billetterie peuvent s'appliquer à d'autres secteurs d'activité et nous savons dorénavant qu'encore plus après l'importante pandémie que nous traversons, que les questions de philanthropie touchent beaucoup le milieu culturel. Ils ont donc besoin d'avoir des analyses fouillées de données qui sont somme toute aussi d'autres types de transactions. Il est 9h55, messieurs. Alors, merci beaucoup pour votre participation à cet atelier hors programme. C'était un off data culture auquel vous vous êtes livré. Léo, merci beaucoup pour votre participation et pour la collaboration entre Synapse C et vous qui est fort appréciée. Éric, je pense que tu seras toujours un acteur bienveillant à l'égard de Synapse C pour ce grand projet. Et Renaud, tous nos remerciements pour, là aussi, l'éclairage scientifique et surtout de contenu culturel que tu prodigues pour l'évolution de cet instrument. Alors donc, merci donc de nous partager quels ont été vos apprentissages aujourd'hui dans le chat. Ça nous fera plaisir. Il faut vous rediriger vers d'autres activités. Profitez du reste de l'événement. N'hésitez pas à réseauter aussi avec les autres participants ou réserver une consultation dans notre bar à solutions. Après donc cette session, rejoignez le début de la journée 2 de Data Écoculture, le thème de créer la valeur avec les données sur la plateforme de l'événement et la prochaine conférence, l'ouverture du jour 2, avec l'honorable Lisa McLeod, ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture en Ontario, et la sous-ministre Hilary Hartley, suivie du panel « Faire mieux ensemble ». Alors donc, tous mes remerciements. On se rejoint sur la conférence d'ouverture. Merci.